Hello tout le monde, c'est Alison. Aujourd'hui nous avons une grande invitée puisque je reçois Anne Cum, ancienne gymnaste de l'équipe de France. Elle a participé aux Jeux Olympiques de Londres 2012, puis elle a été remplaçante aux Jeux de Rio 2016 tout en jonglant avec des études supérieures. Elle est ensuite partie 2 ans aux États-Unis pour participer au championnat universitaire américain, en NCAA, pour clôturer sa carrière. Elle a depuis sorti un livre où elle parle de tous les dessous de sa carrière de haut niveau, de ses troubles alimentaires, et on va justement revenir sur tout ça dans cet épisode. Alors, installez-vous confortablement et bienvenue dans un nouvel épisode de Salto et Morito. Avant de commencer, je tiens à m'excuser, mon micro était un petit peu loin, donc mon son n'est pas de très bonne qualité. Et pour ceux qui regardent le format vidéo, je suis désolée, il y a des moments où la mise au point se fait mal et du coup il y a des moments de flou. Je peux rien y faire, donc voilà. Bon visionnage. Coucou Anne, je suis hyper heureuse de t'avoir sur le podcast. Coucou Alison, merci beaucoup de m'inviter, ça me fait plaisir. Pour la petite anecdote, Anne et moi on a commencé dans le même club de gym, donc à Brumat, en Alsace. Et t'étais un petit peu une des idoles de ma génération au final. Je me souviens qu'on avait parlé ensemble avant que tu partes au pôle. Ouais, à Dijon, ouais, c'est possible. Ouais. Bah, tu rendais souvent visite au club et tout, et moi j'étais là, waouh, il y a Anne Cum. T'étais un peu la grande gymnaste alsacienne, enfin t'étais un peu le modèle de toutes les gym alsaciennes et de France quoi, à cette époque-là. Donc c'est marrant maintenant de tourner ensemble, c'est trop cool. On va un petit peu revenir sur tous les faits marquants de ta carrière parce que je pense que t'as eu une place hyper importante dans la gym française, que ce soit par tes résultats pendant ta carrière, mais aussi après, parce que t'as sorti un livre qui parle un petit peu de tous les dessous du haut niveau et de ton expérience et les points positifs comme les points négatifs. Donc voilà, on va un petit peu revenir sur tout ça. Avant tout, est-ce que tu peux nous dire un petit peu où est-ce que t'en es dans ta vie maintenant et quelle relation t'as avec la gym actuellement ? Alors moi j'ai arrêté la gym en 2019 je crois, ça fait longtemps. Après j'ai continué mes études en France et actuellement je travaille dans le domaine du sport. Ok. Et puis, quelle relation est-ce que j'ai avec la gym ? Je rends visite assez régulièrement au club de Brumat, au club de Langon aussi quand je suis à Bordeaux. Et puis actuellement, je suis à Poitiers, donc je vais aussi à la salle à Poitiers. Après, j'avais recommencé à m'entraîner, mais je me suis blessée un petit peu partout. Du coup, j'ai abandonné le projet, voilà, c'est ça. Mais sinon, je regarde également les compétitions. Je suis encore un petit peu tout ce qui est gym. Donc voilà, j'ai toujours un pied dedans. Ouais. Ah, c'est cool. Donc, comme on a dit, tu as commencé la gym à Brumat, donc un petit club d'Alsace, puis tu as voulu t'entraîner un peu plus régulièrement, mais tu n'étais pas encore prête à quitter ta famille. Donc, tu es partie 2 ans en sport-études à Guenot. Et est-ce qu'à ce moment-là, tu t'es déjà dit ok, ça devient sérieux Est-ce que tu avais déjà des ambitions, des objectifs, des rêves, je sais pas, d'aller en équipe de France, d'aller aux Jeux Olympiques Alors à ce moment-là, non. Moi, j'adorais la gym, donc ce que je voulais, c'était juste m'entraîner plus. Après, j'ai été sélectionnée dans les stages nationaux, donc c'est à partir de ce moment-là que j'ai vu qu'il y avait différentes possibilités pour s'entraîner encore plus, pour aller en pôle. Et pareil, j'avais envie de m'entraîner plus, donc je voulais intégrer un pôle et faire des résultats, mais après, j'avais pas d'objectif particulier quand je suis partie en pôle. C'est au fur et à mesure des années, en fait, que je me suis dit, tiens, je ferais bien les championnats d'Europe, j'aimerais bien aller aux Jeux, mais c'est vraiment venu au fur et à mesure. Ouais, c'est ça. C'est trop beau, en fait. Du coup, c'est un peu ta passion pour la gym qui t'a conduit dans le haut niveau, quoi. Ah, c'est trop cool. Et du coup, après 2 ans à Haguenau, donc pour la 5e, t'es partie au pôle de Dijon. Ça voulait dire partir à plus de 300 km de chez toi, aller en famille d'accueil. T'étais en famille d'accueil ? Oui, j'étais en famille d'accueil, ouais. Comment est-ce que tu as vécu ces années un peu à Dijon Moi, je l'ai bien vécu. Alors forcément, il y avait des moments plus difficiles que d'autres, mais comme j'adorais ça, ça me dérangeait pas de m'entraîner. C'est 25 heures par semaine, je crois, à l'époque. Ouais. Et ça se passait super bien dans la famille d'accueil. À l'école, ça allait aussi. On avait un bon groupe d'entraînement. Avec les entraîneurs, ça se passait bien. J'avais des entraîneurs chinois. Ouais. Donc, ils étaient vraiment top, très à l'écoute. Et ils étaient vraiment bienveillants. Et je me souviens, une de leurs phrases phares, c'était « bien manger, bien travailler, bien dormir ». Oui, je m'en rappelle. Et du coup, ça, c'est resté avec moi toute ma carrière. Et en fait, aujourd'hui, je me rends compte que ils avaient totalement raison, que c'est les 3 choses les plus importantes en fait, pour un sportif de haut niveau. Ouais, c'est vrai. Et c'était quoi un petit peu une journée type pour toi à Dijon ? Les horaires, je me souviens plus, mais on allait à l'école, je pense, de 8h ou 8h30 à 10h à peu près. Ouais. Après, on allait à la salle. Jusqu'à 12h30, je pense. Ouais. Ensuite, on allait manger au collège. Après, on avait de nouveaux cours pendant 2 heures, 2h30.
Et on allait à l'entraînement jusqu'à, je pense que c'était 19h, 19h30 le soir. Ouais. Après, on rentrait à la famille d'accueil et on faisait les devoirs et puis on allait se coucher. Ouais. On mangeait et on allait se coucher. Ouais. Et du coup, des journées bien remplies et tout. Est-ce que tu as déjà commencé à ressentir une certaine pression à ce moment-là? Ou est-ce que vraiment, pendant tes années à Dijon, c'était encore... tu faisais le sport que t'aimais et tout, et tu te posais pas trop de questions? À partir du moment où je suis partie à Dijon, c'est là qu'on a commencé à me parler des compétitions internationales, notamment des championnats d'Europe. Et donc là, je me suis dit, tiens, j'aimerais bien y participer, mais je pensais pas que ça allait être possible. Et en fait, j'ai bien progressé au fur et à mesure des années. Et ma deuxième année à Dijon, je me suis sélectionnée, c'était un peu... pour moi, c'était vraiment inattendu. Et pareil, au championnat d'Europe, je me souviens pas avoir eu de pression. Tu prenais ce qui venait un peu? Ouais, voilà, c'est ça. Ces championnats d'Europe, donc c'était un peu ton entrée dans la cour des grands, c'était ta première grosse compétition en junior, du coup. Comment ça s'est passé, la préparation, la compète, tout ça? Alors la préparation, on a fait beaucoup de stages et compétitions. Je crois que c'est l'année où j'ai fait le plus de compétitions dans ma carrière hors NCAA. Ouais. Et je crois qu'on avait fait 12 ou 13 compétitions, donc à la fin de l'année, on était lessivés. Ah ouais, tu m'étonnes. Mais on était bien préparés et puis on avait un bon collectif, on était 5 filles, vraiment on s'entendait bien. La préparation s'est faite sereinement, j'ai envie de dire. Ouais. Et puis moi, je passais première à tous les agrès, parce que j'étais apparemment la plus stable. Ouais. Et donc j'ouvrais à tous les agrès et j'adorais ça parce que du coup, moi je faisais mes 30 secondes d'échauffement, je passais et après j'avais du temps pour encourager les filles. Ouais, t'étais donc, libérée. Voilà, moi je me posais pas de questions, j'y allais et puis je faisais mon truc et puis voilà. Et puis après tu regardais la compète. Ouais, c'est ça. Ah ouais, c'est cool. Vous finissez à quelle place par équipe? On est arrivé 4e à 1/10e. Alors moi, ça c'est... là vraiment, c'est une anecdote. J'ai dû finir 5 fois à la 4e place, à 1/10e de la 3e place. Ah ouais. Pendant ma carrière, pendant les compètes de haut niveau. Au championnat d'Europe, les Foch, je suis arrivée 3 fois 4e à 1/10e. Jeux européens aussi, j'ai vu, non? Jeux européens, 4e à 1/10e. Et du coup, les championnats d'Europe, 4e à 1/10e. Ah ouais. Ça, c'était ma place. Là. Ah, dur. Mais bon, c'est déjà énorme. Et puis, t'as participé à la finale du concours général, du coup. Oui. 6e, ouais. C'est quand même ouf. Ah oui, parce que moi, je m'y attendais pas du tout. Je me retrouve dans la finale du concours général. C'était vraiment incroyable pour moi. Et puis, terminer 6e, vraiment, c'était inespéré. 6e meilleure européenne, quoi. Ouais. C'est fou. Et du coup, pour la 3e, t'es partie à l'INSEP à Paris, donc l'Institut National du Sport. Est-ce que ça a été un gros changement pour toi au niveau des entraîneurs, au niveau du rythme d'entraînement? Comment tu l'as vécu un peu cette transition? C'était vraiment un gros changement. Alors déjà, on sortait d'un collège. À l'INSEP, on était 5 dans la classe, en 3e, donc au CNED. Donc ça, déjà, c'était un gros changement. T'étais plus une étudiante normale, dans le cursus normal. Ouais, on était vraiment un petit groupe. Après, on s'entendait bien et tout, donc ça, c'était cool. Et sinon, au niveau de l'entraînement, là, pour le coup, j'étais plus avec des entraîneurs chinois, j'étais avec un couple d'entraîneurs français. Ils étaient vraiment dans la positivité, donc ça, c'était bien. Après, on voyait que c'était beaucoup plus sérieux. En fait, à Dijon, on était plus sur du jeu, j'ai l'impression. Ouais. C'était très sérieux, mais c'était plus, je sais pas, la mentalité était un petit peu différente. À l'INSEP, c'était beaucoup plus sérieux, beaucoup plus cadré. Ouais. C'était 45 minutes au bar, 45 minutes à Boultre. Peut-être que ça venait aussi du fait que à l'INSEP, ça préparait déjà les championnats du monde qualificatifs pour les Jeux Olympiques, alors qu'à Dijon, c'était plus... C'était pour les juniors, fallait progresser. C'était les premières sélections en équipe de France et tout, mais c'était pas encore... Oui, c'était vrai. Ouais, c'était ça. Et puis, quand je suis rentrée à l'INSEP, justement, les seniors se préparaient pour les championnats du monde qualificatif pour les Jeux, l'année d'avant. Non, mais du coup, la transition s'est bien passée. On était un groupe de 5 juniors aussi. Pareil, on s'entendait bien. J'avais fait la prépa des Europes avec les filles, donc on se connaissait bien. Après, le gros changement, ça a été vraiment passer à l'internat, parce que moi, j'étais en famille d'accueil à Dijon. Et l'internat, c'était vraiment... c'est un autre monde, en fait. On est vraiment jetés dans la nature. À l'INSEP, il y a des grands sportifs, les grands champions. Nous, on est là, petite gymnaste, 1m40, je pense, quelque chose comme ça. Le self, toute seule. L'internat, après, c'était bien cadré parce qu'il y avait l'internat pour les mineurs. Ouais. Moi, j'étais avec Valentine Sabatou dans la chambre. Okay. Donc, je me retrouvais pas toute seule. Mais c'est vrai que c'est vraiment un environnement... l'INSEP, c'est totalement différent et c'est énorme en fait. C'est une petite ville. C'est hyper autonome, ouais. À l'INSEP, c'était un petit peu plus compliqué à gérer. Les entraînements étaient un petit peu
plus difficile aussi parce que c'était vraiment... alors, Dijon, c'était du haut niveau, mais l'INSEP, c'était un step au-dessus. Et ouais, c'était un petit peu plus difficile moralement aussi. Plus de pression, plus d'enjeux, donc voilà. Et au bout d'un an, du coup, tu participes au Festival olympique de la jeunesse européenne? Oui, je me suis blessée 1 mois et demi avant, j'ai eu une fracture de fatigue au poignet. Donc j'avais un plâtre pendant 2 semaines. Après, donc je faisais beaucoup de muscu. Et ensuite, j'ai repris, je crois, 2 semaines avant les Foches, donc j'avais un programme un petit peu allégé. Mais c'est vrai que je ne savais pas si j'allais pouvoir y participer parce que quand on est en plâtre, 1 mois ou 1 mois et demi avant, c'est dur de s'y projeter. Ouais, c'est ça. Du coup, aux Foches, j'en étais 3. C'était en Turquie, donc c'était la première fois qu'il y avait cette ambiance olympique. On était avec d'autres sports. Ouais, c'était un petit village olympique, donc ça, c'était vraiment top. La compétition s'est bien passée. Je crois qu'on était 5e. Après, on s'est qualifié à des finales par agrès, donc c'est là où je suis arrivée 4e à 1 dixième au bar et à la poutre. Enfin, au bar, j'étais même 4e à 1 dixième de la première place. Ah ouais, c'était si serré que ça. C'était très serré, ouais. Et à la poutre, j'avais fait une belle poutre aussi. Mais la compète s'est bien passée, l'après-compète était top aussi, on a pu visiter un petit peu. C'était où? À Trabzon. Ok. Je connais pas. Je connaissais pas non plus avant. Du coup, après cette compète, c'est là où tu as changé d'entraîneur, si je ne me trompe pas, comme oui, tu dis dans ton livre. Ouais, avec l'entraîneur, les entraîneurs des seniors. Parce que du coup, tu passais en senior. Parce que tu changeais de catégorie. Oui, c'est ça. Et mon entraîneur que j'avais en junior est parti de l'INSEP. Et donc ensuite, oui, je suis passée avec l'entraîneur des seniors après les championnats du monde parce que les filles étaient encore en prépa des championnats du monde. Les Foches, c'était en juillet, je crois. Les championnats du monde, ça devait être vers octobre-novembre. La transition a été plus compliquée. Déjà, beaucoup plus de pression parce qu'à partir de ce moment-là, je me suis dit que les Jeux Olympiques, ça a commencé à devenir un objectif. Ensuite, on avait le test event qualificatif pour les Jeux, donc la dernière chance de qualification. C'était en janvier et moi je passais senior le 1er janvier. Et le test event, ça devait être, je sais plus, c'était la première ou la deuxième semaine de janvier. Non, c'est en janvier le test event. C'était en janvier. Sympa le Noël et le Nouvel An. Oui, du coup on était à l'INSEP pour Nouvel An, pas Noël. On a eu 2 jours à Noël, je crois. Ah, quand même. C'était plus compliqué, plus de pression. Le climat était un petit peu plus froid. Voilà, j'avais mes objectifs, mais c'est vrai que c'était un petit peu plus compliqué la transition. Le championnat de France 2011, c'était avant que tu changes d'entraîneur? Oui. Parce que moi, j'aimerais revenir sur ça, parce qu'il y a un truc qui m'a un peu interpellée quand même. C'est que du coup, en 2011, donc tu finis championne de France élite junior. Donc tu dis que tu avais fait une très belle compète et tout, machin. Mais après la compète, tes entraîneurs t'ont pris à part et t'ont dit qu'apparemment, tu avais été lamentable, nulle, une grosse merde et que tu ne méritais pas ta médaille. Alors ça, c'était l'entraîneur des seniors. En fait, après la compétition, on s'est regroupés, les juniors et les seniors, pour faire un débriefing, le collectif de l'INSEP. Je me souviens, on était dehors autour d'une fontaine devant l'hôtel. Donc à ce moment-là, il a fait un débriefing de la compète. Et moi, il m'a prise à part après pour me dire ça, du coup, parce que les seniors n'avaient apparemment été pas à la hauteur de ce qu'elles devaient faire. Et donc, il a mis tout le monde dans le même panier. Parce qu'il était déçu de la prestation des filles de l'INSEP, du collectif de l'INSEP. Et c'est pour ça que j'ai eu le droit à ces mots. Pourquoi te dire ça à toi à part, alors que... J'ai pas envie de dire t'y es pour rien. Enfin, de toute façon, personne ne mérite ça, que t'aies réussi ou pas, tu vois. Mais tout le monde a eu droit, en fait, à son petit commentaire d'après-compétition. Ah ouais. Individuellement, il n'y avait pas que moi, tout le monde y a eu droit. Ah ouais. Mais c'était pas fait devant tout le monde. Enfin, après, ça change pas grand-chose parce que... Oui, dans tous les cas, dans tous les cas, quoi. Voilà, c'est ça. Surtout que du coup, tu avais des finales le lendemain. Oui, j'avais des finales le lendemain. Ça doit être hyper dur à gérer quand même d'entendre ça. Et puis le lendemain, tu dois encore retourner sur le plateau de compète. C'était compliqué, mais bon, après, honnêtement, malheureusement, on commençait à avoir un petit peu l'habitude. Ouais. Donc, j'ai pas envie de dire que c'était devenu normal, mais... Oui, tu te mets dans un truc où t'es prête à encaisser ça. C'est ça. Et tu sais, tu passes à autre chose. Et puis, bon, après, du coup, il y avait quand même beaucoup plus de pression. En plus, moi, pour les finales, je devais mettre des nouveaux éléments. Donc, la pression de réussir ces nouveaux éléments, plus comment gérer ce qu'on nous a dit la veille, ça, c'est toujours un petit peu compliqué. Oui, parce que du coup, c'est des nouveaux éléments où tu es moins sûr de les réussir. Mais par contre, si tu les réussis pas, tu sais quel savon tu vas te prendre. Donc, c'est hyper dur à gérer. Et du coup, après, la prépa des Jeux de Londres 2012 a commencé. Comment tu as vécu un peu cette préparation? Comment on prépare des Jeux Olympiques? Après les Foches, du coup, j'ai eu 1 mois de vacances.
Ça, c'était bien. Ah ouais, quand même. Un mois de vacances. C'est rare en gym, c'est rare de voir un mois de vacances. Bah parce que du coup, les seniors préparaient les championnats du monde. Ouais. Donc nous, juniors, on allait passer seniors justement l'année d'après. Mais on avait ce temps de repos-là pour laisser les grandes faire la prépa des mondes. Et donc après les mondes, moi j'ai commencé à m'entraîner avec l'entraîneur des seniors. Et à l'époque, il y avait encore les coupes nationales. Ah oui. Donc les coupes nationales étaient à Bourges. On me l'a rappelé il n'y a pas longtemps d'ailleurs. Attends, pause. Les coupes nationales, c'était un peu les championnats de France d'hiver. Il y avait le championnat de France à la fin de la saison en mai-juin. Et puis il y avait toujours les coupes nationales c'était quoi? C'était en novembre? Novembre-décembre, ouais. Décembre, ouais. Donc là, les coupes nationales, c'était en décembre. C'était ma première compète en senior. Ouais. Et je gagne les coupes nationales. En senior, en senior. Donc à ce moment-là, tu es la meilleure gymnaste de France techniquement sur le papier. En senior, c'est ça. Et bah, du coup, j'ai été sélectionnée pour le test event qui avait lieu en janvier. Donc la préparation était assez intense parce que c'était la dernière chance de se qualifier pour les Jeux par équipe. On fait une bonne compète, on se qualifie, du coup on arrive 3e. On se qualifie pour les Jeux et ensuite la préparation, ça monte crescendo. J'ai participé à une Coupe du Monde à Cottbus pour préparer les Jeux. Après, il y a eu les championnats d'Europe. Ensuite, les championnats de France qualificatifs. Et après, les Jeux. Ouais. Et en fait, les championnats de France qualificatifs pour les Jeux, c'était vraiment la compétition. Il fallait être au top sur cette compétition-là pour être sélectionné aux Jeux. Je me suis blessée de nouveau, fracture de fatigue au coude. Donc j'ai dû m'arrêter un petit peu, je crois que c'était 2-3 semaines, j'ai eu des infiltrations au coude. Et ensuite j'ai pu reprendre l'entraînement jusqu'au jeu et participer au jeu. Mais c'est vrai que la préparation a été assez... beaucoup de compètes, beaucoup de stress. Et comme tu le dis dans ton livre aussi, un environnement qui n'était pas toujours hyper agréable et hyper sain. Tu racontes que après le test event, il y avait une atmosphère de peur un peu qui régnait dans la salle et que l'entraîneur, à un moment, il a décidé de plus vous adresser la parole pendant 3 semaines. Oui, exactement. C'est pas facile de s'entraîner dans des conditions comme ça, je pense, pour préparer des jeux. Non, c'est assez compliqué. Alors, on avait l'habitude qu'il y ait pas mal de remarques, de reproches, parfois un petit peu des cris pendant l'entraînement. Mais là, c'est vrai que le climat était devenu totalement différent. Plus de mots, pas de correction. Donc là, c'est vraiment compliqué parce qu'on voit les entraîneurs nous regarder, mais sans rien dire. Ouais. Donc on passait de tout à rien. Et c'est vrai que les deux situations, c'est un petit peu... Enfin, c'est assez compliqué à gérer. Non, c'est pas mieux. Parfois, c'est même pire. Tu penses que toi, ça a affecté un peu ta préparation, tes entraînements? Ou est-ce que tu penses que malheureusement... tu sais, parce qu'il y a un peu ce débat... est-ce que dans le haut niveau, c'est normal un peu qu'il y ait ce niveau d'exigence, parfois des cris un peu pour... parce que c'est du haut niveau, c'est très difficile et tout. Ou est-ce que tu penses que ça t'a affecté dans le mauvais sens et que tu aurais mieux réussi dans une meilleure atmosphère? Moi, ma situation, je ne sais pas si c'est le cas pour tout le monde, mais j'avais vraiment peur d'aller à l'entraînement, j'avais peur des entraîneurs. C'était une atmosphère qui était assez tendue. Et je pense que c'est ça aussi qui m'a fait réussir, ce stress et cette peur-là, en fait, parce que j'ai énormément progressé l'année des Jeux. J'ai fait Yurchenko double vrille-au-saut, je faisais un sol avec énormément d'accro et je ne pensais pas que ça allait être possible. Mais je pense que c'est grâce quand même à cette atmosphère-là. Mais d'un côté, ça détruit psychologiquement aussi. Enfin, c'est difficile psychologiquement à gérer. Et en fait, tu as déclenché un peu un instinct de survie. Oui, voilà, c'est ça. Ouais. C'était vraiment... J'étais devenue un robot, en fait, qui effectuait les ordres qu'on me donnait. Okay. Mais ça m'a servi parce que j'ai beaucoup progressé. Ça m'a servi parce que je me suis qualifiée au jeu. Mais à quel prix? Parce que du coup, l'exigence, c'est très important. Mais voilà, il ne faut pas confondre l'exigence avec les cris et... La maltraitance. Ouais, maltraitance, j'aime pas trop utiliser ce mot-là. Mais on peut pas mettre des mots, on peut pas diagnostiquer un truc. Mais l'exigence en haut niveau, c'est vrai que c'est important parce que sans exigence, on fait rien. Mais on peut être bienveillant aussi à côté. Et de ce que j'ai compris, c'est un peu tes entraîneurs chinois, tu vois, ils avaient peut-être un peu plus ce juste milieu d'être très exigeants. Parce que du coup, je les ai un peu côtoyés aussi quand j'étais à l'INSEP. Je m'entraînais pas avec eux, mais je les ai vus un petit peu au travail, dans la salle de gym. Et je trouvais qu'ils étaient très exigeants, mais à la fois, comme tu dis, bien travail, bien manger, bien dormir, assez
assez simples dans leur manière d'amener les choses. Oui, et c'est ça. C'était pas prise de tête, c'était pas... Oui, c'était vraiment... c'est vraiment, tu travailles, tu te poses pas de questions, mais par contre, ça reste dans une mais bonne... on rigole à côté, ça reste dans une bonne ambiance. Dans une bonne atmosphère, ouais. Ça, ouais. Au final, tu dis que tout ça, ça t'a peut-être aidé. Et c'est vrai, peut-être que du coup, vu que vous étiez un peu dans ce truc de survie, je suis obligée de faire mes preuves pour éviter de me prendre des remarques. Mais est-ce que derrière, t'es dans les bonnes conditions psychologiquement pour performer aux compètes, tu vois? Bah, du coup, psychologiquement, aux compètes, c'est difficile parce que j'ai l'impression que ça a augmenté le stress, en fait. Ouais. Ça a donné cette obligation, enfin, j'avais l'impression d'être obligée de réussir parce que si je réussissais pas, forcément, on allait me dire quelque chose de négatif derrière. Ouais. Donc, il y a déjà d'habitude le stress de la compétition, mais c'était pas forcément un stress qui était positif. Ouais. C'est même plus la peur de toi rater, être déçu de toi-même, c'est la peur de l'après, en fait. Ouais, c'est ça. Te faire la peur de ce qu'on allait me dire après. Et du coup, t'es arrivée jusqu'à ces Jeux Olympiques quand même, après une préparation compliquée, mais t'y es quand même arrivée. Est-ce que tu peux nous raconter un peu tous les Jeux Olympiques? Les gens, ça les intéresse. Alors, les Jeux Olympiques, donc c'était à Londres. Déjà, on est parti en train, donc c'était cool. On arrive à la gare de Saint-Pancras, il y a les anneaux partout, donc ça, c'est juste incroyable. On arrive avec nos survêtements, toutes pareilles et tout, nos valises. Ouais. On avait 2 valises. Les valises Lacoste de dotation. Non, c'était pas Lacoste, c'était Adidas. C'était Adidas encore à l'époque, ouais. Donc, on avait dotation Adidas. On arrive au village olympique et là, c'est le choc parce que c'est incroyable, c'est énorme. Ouais. En fait, c'est une grande ville. Et moi, je me sentais toute petite. On arrive, on voit des athlètes hyper connus. Donc moi, c'est la première fois que je côtoyais des athlètes de ce standing-là. Ouais. Il y avait Tony Estanguet, Tony Yoka, Tony Parker, tous des Tony. Il n'y avait que des Tony dans le village olympique. Et puis après, on a vu Usain Bolt aussi. Ah ouais. Ensuite, il y avait les entraînements. Donc ça, c'était un petit peu plus compliqué. Parce que forcément, il y a cette exigence, parce qu'on va aux Jeux Olympiques quand même pour faire une compétition. Ouais, c'est sûr. On était dans la subdivision avec les Américaines. Ça met un peu la pression. Ça met la pression. Ouais. En fait, j'ai l'impression d'être à la télé, parce que d'habitude, on les voit à la télé, et là, on s'entraîne à côté d'elles. C'est assez compliqué à gérer. Du coup, de pas trop les regarder, de nous rester dans notre bulle. De pas perdre la concentration, ouais. Ouais, c'est ça, exactement. Donc les entraînements se sont passés. Après, on a fait l'entraînement podium qui, je crois, s'est bien passé. La compétition un petit peu plus compliquée. Alors moi, pendant longtemps, en fait, après, j'ai pas voulu regarder mes vidéos parce qu'on m'a dit les entraîneurs m'avaient dit que j'avais fait n'importe quoi et que c'était une honte. Voilà, c'était assez compliqué. Mais au final, je me suis rendu compte que, mis à part ma chute à la poutre, le reste était quand même assez correct. Et d'ailleurs, parlons-en de ta poutre. Parce que tu en parles un petit peu de manière assez précise dans ton livre de ce qu'on t'a dit avant la poutre. Je te laisse raconter. Alors, je me souviens plus des mots exacts, mais en gros, on m'a dit que j'avais intérêt à réussir la poutre parce que ce que j'avais fait avant, c'était n'importe quoi. Je crois qu'on m'a dit que c'était de la merde même. Je ne sais plus exactement ce que j'ai écrit dans le livre, mais oui, on m'a dit ça. C'était le dernier agrès ? C'était le dernier agrès, ouais. Okay. La poutre, c'est déjà un agrès qui n'est pas facile. Ouais. Je stresse à la poutre, comme tout le monde, je pense. T'es déjà comme ça de base, alors ça, en plus, en entendant ça avant. Ouais. En plus, on était, comme dit, avec les Américaines, il y avait tout le public américain, il y avait énormément de bruit. Il y avait tous les Anglais qui étaient là aussi, donc ça met la pression. Ça met la pression. Et ces mots-là, du coup, ça m'a pas forcément aidée. Je suis restée sur la poutre jusqu'au dernier élément, parce que je suis tombée en costale. Et quand je suis tombée, je me suis dit, oups, bon, j'ai pas forcément envie de redescendre du podium, qu'est-ce qu'on va me dire? Et donc ça, c'était assez compliqué. Et puis après, quand je suis descendue du podium, forcément, on m'a dit que mon travail n'avait pas été correct, pour être sympathique. Et bon, c'est tout fait un petit peu gronder, parce que notre compétition n'avait pas été à la hauteur des attentes des entraîneurs. Après, on est allé en zone presse, tout en pleurs. Je crois qu'on pleurait toutes. Ensuite, à cause des mots des entraîneurs? À cause des mots des entraîneurs. Non, à cause des mots des entraîneurs. Après, on était forcément un petit peu déçus, mais c'est vrai que les mots des entraîneurs n'ont pas forcément aidé. Donc après, on va en zone presse, on pleure, on voit nos parents, on pleure. Et ensuite, on était affamés. Alors là, c'est des anecdotes. On était affamés parce que l'entraînement, la compétition, c'était vers midi, je crois. Okay. Donc on avait mangé le petit-déj. Et on finit vers, je sais plus, c'était 15h30, un truc comme ça, peut-être 16h.
Et on avait super faim, donc les entraîneurs nous ont lâchés, ils sont allés faire leur vie après, à part une fois la compétition terminée. Et donc nous, on va au Starbucks. Il y avait un Starbucks dans l'aréna et il y a des filles qui voulaient faire des photos. Et du coup, nous, on était là, bon, ok, faire des photos, mais du coup, ça peut aller sur les réseaux, donc il faut qu'on se cache, il faut qu'on le fasse pas proche du Starbucks, pas avec les trucs qu'on avait achetés parce qu'on avait faim. Donc voilà, ça c'est des petites anecdotes. Et après, on est allé voir le reste de la compète. Et ensuite, comme on ne s'est pas qualifié pour la finale du par équipe, pardon. Moi, j'étais première remplaçante de la finale du concours général. Donc, je m'entraînais encore un petit peu. Mais par contre, on a pu profiter du village olympique, on a pu visiter Londres, parce qu'en fait, on est resté pendant toute la durée des Jeux. Okay. Nous, on a eu cette chance-là, donc on a pu faire la cérémonie de clôture. Ouais. Donc, on a vraiment profité à fond, en fait. Et les entraîneurs, ils vous ont laissé un peu faire votre vie après la compète Alors, on devait aller à la salle de muscu. Mais on faisait pas grand-chose à la salle de muscu, sauf quand ils arrivaient. Quand on les voyait arriver, on faisait... Mais sinon, on était entre nous, on discutait. Voilà, c'était bonne ambiance, quoi. Ouais. La compétition, c'était pas un bon souvenir. Par contre, tout ce qui était en dehors, l'après et tout ça, c'était top. À quel point ça s'est mal passé, la compétition? Il y a eu beaucoup de chutes dans l'équipe Alors, je me souviens pas exactement. Moi, j'avais fait une sortie de praticable au sol. Je crois que les autres avaient réussi leur complet au sol. Le saut, on avait réussi. Les barres, je sais qu'Yuna était tombée. Qui visait une finale en plus. Qui visait une finale, ouais. À la poutre, du coup, moi, je suis tombée. Et je crois qu'il y a eu une autre chute, mais je suis pas sûre. Je me souviens plus exactement, mais c'était pas une compète catastrophique. Ouais. C'est juste que, voilà, nous, on était 11e. Enfin, on est arrivé 11e. On s'est qualifié à la 11e place au final, comme on était 3e du test event. Ouais. Donc finalement, on était à notre place en fait. Après, on aurait pu mieux faire. On peut toujours mieux faire. Mais voilà. Et pourtant, les circonstances ont fait que on a fait la compète qu'on a faite. Sur ce qu'on disait tout à l'heure par rapport aux entraîneurs, est-ce que c'est bénéfique ou pas, tu vois, d'avoir cette approche-là? Et c'est vrai que les Jeux de Londres, tu vois, en tant que spectatrice un peu qui suivait un peu ce qui se passait pour les plus grandes, j'ai vraiment l'impression que les Jeux de Londres, c'était une grosse contre-perf pour vous, tu vois. Parce que déjà, dans la prépa, il y a eu beaucoup de blessés. Tu vois, j'ai l'impression qu'il y avait quand même beaucoup de potentiel, beaucoup de gros talents jusqu'à 2012. Et au final, j'ai l'impression que finir 11e, avec une équipe en bonne santé qui réussissait et tout, vous auriez pu faire beaucoup mieux, tu vois. C'est vrai qu'il y a eu énormément de grosses blessures. Il y avait beaucoup de ruptures des tendons d'Achille. Marine qui s'est luxé le coude. Après, il y a Dorian qui s'était fait mal aussi. Clara et Camille, je crois, qui avaient rompu le tendon d'Achille. Enfin, il y avait énormément de blessures. C'est vrai qu'on n'était pas dans des bonnes conditions parce que même toutes les filles de l'équipe, au final, étaient blessées. On avait toutes quelque chose. Ouais. C'était les 5 survivantes, quoi. Ouais. Mais du coup, tu vois, je me pose la question, peut-être que ces méthodes d'entraînement-là, tu vois, elles t'ont peut-être fait énormément progresser parce que du coup, t'agissais en mode robot, tu te posais pas de questions, ça te poussait un peu dans tes retranchements, tu vois. Oui. Mais du coup, si c'est pour derrière être énormément blessé parce que tu tires sur la corde et que t'oses rien dire parce que t'as mal, machin, que tu te prends tout le temps des remarques, que avant la poutre on te met la pression et que du coup ça te fait tomber, tu vois. Non, c'est sûr que c'est pas forcément... C'est contre-productif, tu vois. Oui, c'est plutôt contre-productif. Après, c'est sûr, on n'était pas forcément dans les meilleures conditions. Ouais. Mais ça aide pas... je pense qu'on peut faire de la gym de manière bienveillante et avoir des bons résultats. Justement, moi j'ai connu ça aux États-Unis. Ouais. Cette bienveillance et on performait, on a fait des belles performances. Ouais. Après, les complets sont plus simples, mais voilà, c'était totalement différent. D'adapter cette méthode d'entraînement à du plus haut niveau. Ouais. Et d'ailleurs, juste après ces Jeux Olympiques, t'es partie sur Saint-Étienne. Oui. Parce que à l'INSEP, ça se passait plus trop bien. Oui, c'est ça. L'environnement, L'environnement me convenait plus, donc j'avais besoin de changer d'air. Et après les Jeux, du coup, je me suis posé la question si j'arrêtais la gym ou pas. Parce que justement, je supportais plus ces conditions d'entraînement-là. La fédération, du coup, m'a proposé de partir à Saint-Étienne. Et j'y suis restée 1 an et après, je suis revenue à l'INSEP pour mes études. Ouais. Et les entraîneurs avaient changé. En tout cas, tu dis dans ton livre qu'à partir de ce moment-là, donc que ce soit à Saint-Étienne ou à l'INSEP avec des nouveaux entraîneurs, c'était un environnement beaucoup plus bienveillant et en tout cas tu t'y sentais beaucoup mieux. Oui, je m'y sentais mieux, oui. Est-ce que du coup tu as vu un déclin dans tes performances? Est-ce que du coup tu as
t'as régressé à cause de ça? Ou est-ce que justement, vu que t'étais mieux, ça fonctionnait mieux? Enfin, comment t'as vu l'impact Alors sur ta déjà, gym? donc quand j'étais à Saint-Étienne, je me suis blessée, encore une fois. J'ai eu une fracture de fatigue à la clavicule. Ouais. Moi, j'ai fait des compètes avant à Saint-Étienne et encore les coupes nationales. J'avais fait les championnats de France, mais j'étais un petit peu blessée, donc j'avais réduit mes complets, mes enchaînements. Et après, quand je suis retournée à l'INSEP, du coup, je me suis retrouvée avec les entraîneurs chinois que j'avais à Dijon, donc je connaissais leur fonctionnement. Est-ce que ça a eu un impact sur mes performances? Je ne pense pas, parce que j'ai réussi à me sélectionner pour les Jeux européens, le test event encore une fois, les Jeux de Rio, j'étais première remplaçante. Et après, c'était assez différent parce que justement, je suis rentrée en études supérieures, donc je m'entraînais moins. J'étais à Paris-Dauphine. C'était une prépa éco-gestion, ça s'appelle le DEJA Talon, donc c'est diplôme d'établissement de gestion et d'économie appliquée de Dauphine. Et en fait, Talon, pourquoi? Parce que moi, quand je suis rentrée à la fac, c'était la première année où ils faisaient un cursus spécial pour les sportifs et artistes de haut niveau. Donc la L2, au lieu de la faire en 2 ans, on l'a faite en 3 ans. Là, moi, j'avais 1 heure le matin pour aller à la fac, 1 heure pour revenir. Après, je m'entraînais, donc forcément, je m'entraînais moins que les autres filles. Je m'entraînais à peu près 20 heures par semaine, donc 10 heures de moins que les autres filles. Forcément, je pouvais plus forcément faire la même chose qu'avant parce que je m'entraînais moins. Mais ça m'a pas empêché de me sélectionner pour des compétitions internationales et faire des bons résultats au niveau des championnats de France. Ouais, c'est sûr. Et d'ailleurs, j'ai eu des questions qui me demandaient un peu en quoi cette préparation olympique elle a été différente. Et d'ailleurs, j'ai eu une question de Zach, donc de Zachary Rimèche, qui m'a dit de te passer le bonjour. Bonjour Zach. Et il m'a dit qu'il serait intéressé de savoir comment est-ce que tu as concilié des études assez intenses et la gym pendant la préparation de Rio 2016. Et en ayant à la fin un succès dans les 2 domaines, finalement, si tu as eu des difficultés, si c'était bien accepté par la Fédé, si tu as été encadré ou non, et si tu as réduit ton temps d'entraînement, bon, ça t'a un peu répondu. Oui, du coup, le temps d'entraînement, je l'ai réduit. Comment je l'ai vécu? Alors, c'était très compliqué. Je veux bien le croire. C'était fatigant. Après, les études, c'était assez difficile. Ça demandait énormément d'investissement, énormément de travail. Alors, par la fédération, est-ce que c'était accepté? C'était un petit peu compliqué de le mettre en place au début parce que j'étais la seule en études supérieures. Donc, c'était pas forcément très compris. Après, c'est vrai que les entraîneurs m'aidaient beaucoup sur ce... Enfin, ils aménageaient les entraînements. Les entraîneurs chinois que j'avais, ils aménageaient les entraînements. Forcément, quand j'avais des partiels, je m'entraînais moins, voire pas du tout, parce que j'avais pas le temps. Il fallait que je révise. Les difficultés particulières, donc comme je l'ai dit tout à l'heure, c'était au niveau des trajets. L'INSEP, c'est Bois de Vincennes. Dauphine, c'est Bois de Boulogne, donc c'est totalement à l'opposé. Donc ça fait beaucoup de fatigue. Donc ça fait beaucoup de fatigue, comme dit, beaucoup de travail personnel. Mais c'était, honnêtement, je ne sais pas comment j'ai fait pour réussir à concilier les deux. C'était compliqué et encore, c'était aménagé. Parce que ma L2, je l'ai faite en 3 ans. Du coup, cette prépa olympique, est-ce que tu as quand même préparé les Jeux de la même manière que les autres filles, ou est-ce que du coup, tu avais une préparation qui était plus individualisée de par tes études et tout? Du coup, ma préparation, elle était quand même assez différente de celle des autres filles parce que je m'entraînais moins. Je me focalisais quand même beaucoup plus sur les cours parce que pour moi, c'était plus important que la gym, même si j'ai souhaité continuer les deux et faire le maximum dans les 2 domaines. Tu préférais valider ton année plutôt que d'aller aux Jeux olympiques? Oui, c'est ça. Pareil, pendant les stages nationaux, j'étais pas forcément là parce que j'étais en partiel ou j'avais mes études et je pouvais pas me libérer. Et comme c'était plus important pour moi, je me focalisais plus sur mes études. Mais en fait, c'est de nouveau au fur et à mesure, surtout fin d'année 2015 et année 2016, où je me suis dit, peut-être que j'ai encore le niveau pour aller jusqu'au jeu. Parce que j'ai été sélectionnée du coup, pour les championnats du monde en 2015 à Glasgow, championnat qualificatif pour les Jeux. On ne s'est pas qualifié directement, mais après, je me suis sélectionnée pour le test event. Et là, c'était compliqué aussi parce que je sortais de partiel. Donc, il y avait le test de sélection et je n'avais pas trop bien réussi parce que je ne m'étais pas entraînée à cause de mes partiels. Et après, j'ai pu rentrer quand même dans la prépa, faire le test event. Et après, au final, ça s'est fait au fur et à mesure. Mais pareil, avant les championnats de France, j'avais des partiels. J'étais pas forcément dans les meilleures conditions.
T'as pas dit qu'il y avait une compète où le matin même t'avais eu un partiel en visio et Ça c'était test event. Ouais. C'est un truc de fou, genre le matin t'as partiel et l'après-midi bon moi je m'en vais, je vais aller qualifier la France aux Jeux Olympiques quoi. Exactement. C'était intéressant mais c'est beaucoup d'organisation, beaucoup de travail d'organisation et de persévérance au final. Ouais, tu m'étonnes. Et je sais pas ce que t'en penses, mais je trouve, même si les études c'est hyper fatigant, hyper stressant, j'ai vécu aussi un peu ce truc. Bon, moi c'était pas les Jeux Olympiques et tout, mais là du coup maintenant vu que je suis en études et que je fais toujours les championnats de France élite, les trucs, t'as des compètes en période de partiel et du coup encore le matin de la compète et tout jusqu'à un peu la dernière minute t'es en train de réviser, en train de machin. Et en fait je trouve que d'un côté ça te permet de pas trop penser à la compète. Ouais, c'est ça. Et du coup t'arrives à la compète et la gym c'est un peu l'échappatoire en fait. L'échappatoire, c'est ça. Ouais, exactement. Donc au final ça a cet avantage et ses inconvénients, mais t'as hyper bien réussi à gérer les deux donc. Oui, ça va. Je sais pas comment j'ai fait, mais j'ai bien réussi. J'ai réussi à valider ma L2 et puis j'ai réussi à me qualifier du coup pour les Jeux en tant que remplaçante. Et puis en plus, j'avais terminé 3e, je crois, au championnat de France. Oui, à Mulhouse, ouais. À Mulhouse. Et là, pareil, je m'y attendais pas du tout. C'est une belle récompense au final. Ah oui, c'est une belle récompense. Oui, j'étais étonnée, mais j'étais super contente. Je pense que t'as un peu de fierté aussi, un peu différente. Oui, waouh, j'ai réussi à faire les deux, quoi. Ça a une saveur différente, même si t'es pas première, t'es en mode... Oui, pour moi, c'était comme si j'avais été première, en fait. Et du coup, après viennent les Jeux de Rio 2016. Pareil, est-ce que tu peux nous raconter un peu ton expérience au Brésil? Alors, Rio, du coup, je suis partie avec Zach. On était remplaçants tous les deux. On est parti avec le collectif, il me semble que c'était l'équitation, le volley, donc c'était top. Du coup, à Rio, on a logé dans un village annexe, donc on était tous les deux dans notre appart, là, c'était top. Avec tous les remplaçants, pour le coup. Il y avait la route à traverser et puis on arrivait devant les infrastructures olympiques, dans le parc olympique, en fait. Okay. Le village était plus loin, nous, on n'y avait pas accès. Mais voilà, c'était la même ambiance au final, tous les drapeaux France, on était tous regroupés. Et l'ambiance était beaucoup plus légère parce que du coup personne faisait la compète, donc on était tous entre nous, c'était génial. Et on a pu aller voir pas mal de compétitions parce qu'on a eu des places pour énormément de sports. On a pu visiter aussi. On s'est entraîné qu'une fois, je crois. Ah ouais. Et après, on a regardé les compètes. Donc, c'est génial. C'était top. En vrai, pour toi qui as déjà fait les Jeux, tu vois, t'as pas ce truc d'être dégoûté de pas être dans l'équipe. Ouais. C'est la meilleure place. Ah oui, franchement, c'était une belle expérience et ça m'a permis de voir les Jeux d'une autre manière, d'un autre point de vue. Peut-être d'avoir une meilleure expérience qu'à Londres où c'était pas. Ouais, voilà. Non, de vraiment voir les deux et c'était intéressant. Il y avait des soirées au village annexe qui étaient organisées pour regarder les compétitions. En fan zone un peu, enfin pas en fan zone, mais genre il y avait des écrans, des trucs. Oui, c'est ça. Ouais. Non, c'était vraiment top. Après, d'autres anecdotes, je sais plus. T'étais avec tes entraîneurs du coup, village annexe, ou vous étiez vraiment tout seul? Non, on était tout seul. Mais c'est génial. Même il y avait des officiels de la fédération, mais non, c'était bien. En plus, on était majeurs. Ouais. Donc. Oui, personne n'allait regarder, je sais pas ce que tu mangeais, à quelle heure tu te couchais. C'est ça. Comme on avait notre appart, on faisait notre vie en fait. Ouais. Donc c'était vraiment une expérience totalement différente. Ah, c'était totalement différent. On a pu aller dans le village olympique, visiter le village olympique un jour. Donc ça, c'était bien aussi. Après, un village olympique, voilà, c'est énorme. Ouais. Ça se ressemble parce que tu as les grands bâtiments avec tous les drapeaux. Les appartements et tout. Ouais, les grands appartements. C'était bien. Et vous avez eu quand même la dotation? Ou une partie de la dotation? Ouais. Non, on a eu la dotation. Ah, génial. On n'a pas tout eu, mais on a eu beaucoup de choses. Et du coup, ça t'a permis d'avoir une belle expérience de récompense un peu de ces années d'études à Dauphine. Il te restait encore un an à Dauphine? Ouais, il me restait encore un an. C'était ma dernière année, du coup, pour valider ma L2. Ok. Et après ça, je suis partie aux États-Unis, mais pendant cette année, c'était en 2017, je m'entraînais presque plus parce que les études prenaient trop de place, les partiels étaient de plus en plus difficiles. Enfin, c'était vraiment surtout après une année olympique, je pense. Après une année olympique, ouais. Après, je suis partie aux États-Unis, puis j'y suis restée pendant 2 ans. J'étais à Arizona State University. Ouais. En L3, normalement, je devais aller à l'étranger avec Dauphine. Au départ, je souhaitais aller en Allemagne. Et en fait, je me suis rendu compte rapidement que personne ne voulait vraiment aller aux États-Unis. Et il y avait l'université d'Oklahoma.
Et donc, j'avais contacté les entraîneurs de gym et on m'a dit que pour 6 mois, c'était pas possible parce que je devais rester normalement 6 mois, c'était un semestre. Ah ouais. Et ensuite, du coup, suite à ça, des universités m'ont contacté. C'est ma maman qui s'est occupée de tout ce qui était administratif. Et j'ai pu visiter Arizona State University et du coup, ça s'est bien passé avec les entraîneurs et tout, donc je suis allée là-bas. Comment tu l'as vécu cette année? Est-ce que c'était dur de partir aussi loin? Est-ce que ça t'a fait du bien après le haut niveau de découvrir une manière de faire de la gym totalement différente? Alors moi, je l'ai très bien vécu. J'étais la seule étrangère dans l'équipe. Ah ouais? Donc moi, je suis arrivée dans le grand bain. Je suis arrivée et je crois une semaine après, j'avais cours. J'ai commencé avec un cours existentialisme. C'était de la philosophie en anglais. Donc t'as dû rien comprendre. C'était assez compliqué. C'était assez compliqué au début parce que je comprenais pas grand-chose, notamment en termes gymniques. Ouais. Parce que ça change quand même beaucoup. Et en plus, les entraîneurs, ils inventaient des mots pour bascule fixe, c'était crap. Ce qui a été compliqué, ça a été notamment... Alors, il fallait s'adapter aux différents agrès parce que c'est pas les mêmes normes. Les mêmes normes, ouais. Ouais, c'est ça, qu'en élite. Oui, parce que pour ceux qui ne savent pas, en NCAA, donc en championnat universitaire américain, oui, ce qu'on disait, les normes des agrès ne sont pas les mêmes. Et donc, par exemple, les barres sont plus écartées. En fait, c'est juste c'est les règles qui sont comme ça, ouais. Oui, mais en fait, on peut les mettre au niveau qu'on veut, au final. Oui, ouais. Après, ce qui a été très compliqué pour moi, c'était la musculation. Parce qu'on on en a fait... On faisait 1 heure de muscu par jour, mais c'était de la muscu comme j'en avais jamais fait. Hein. Ouais. C'était incroyable. Moi, quand je suis arrivée, les entraîneurs, ils se sont demandé comment est-ce que je pouvais faire mes complets parce que j'étais nulle en muscu, mais catastrophe. Donc on faisait du cardio, des circuits training, des muscu avec de la charge. De la charge, ouais. Donc ça j'avais jamais fait. Ouais. On a adapté un petit peu parce que c'était pas possible, je pouvais pas passer de rien à tout. Et donc ça a été assez compliqué. Les cours, ça s'est plutôt bien passé parce que le rythme était quand même plus light que quand j'étais à Dauphine. Oui, logique. Mais par contre la gym, c'était compliqué. On faisait énormément de répétitions, comme dit, énormément de muscu. J'ai souffert. Ah ouais. Est-ce que tu penses que ça t'a aidé, que c'était bénéfique pour toi? Tu te sentais bien? Ouais. Je pense que ça m'a aidé notamment pour tenir la saison parce que moi j'ai fait les 4 agrès pendant, je crois que c'était 15 semaines de suite, quelque chose comme ça. Pour enchaîner déjà des compètes tous les week-ends, c'est compliqué, il faut être en forme. Ouais, mais en plus les 4 agrès, tout le temps, tout en dur, faut pouvoir encaisser la charge. Mais c'est vrai qu'aux États-Unis, j'ai l'impression qu'ils ont une culture totalement différente par rapport à ça. Et peut-être qu'il y a quand même moins de blessures et tout, et qu'elles sont plus prêtes physiquement. Bon, après, faudrait... Oui, après... On peut pas exactement savoir, mais ouais, c'est intéressant de voir la différence en tout cas. Du coup, en général, est-ce que tu dirais que c'était libérateur pour toi de partir aux États-Unis? Oui, énormément, parce que déjà, j'ai découvert une autre ambiance, parce qu'en NCAA, c'est la fête. Ouais, c'est ça, c'est la fête. J'ai fait des compètes à Utah où il y avait, je sais pas, plus de 50 000 personnes. Ouais. C'était juste incroyable. On s'entendait super bien dans l'équipe. C'était vraiment... en fait, le plus important, c'était l'équipe et le bien-être de chaque individu dans l'équipe. Pour les entraîneurs, le plus important, c'était que la gym se sente bien en dehors pour qu'elle puisse performer dans la salle. Enfin, c'est l'humain qui primait, en fait. Ouais. Donc ça, c'était la plus grosse différence. Toujours très positif. Par exemple, si tu fais une mauvaise performance ou une performance un peu moins bonne que ce qui était espéré, c'est pas grave, c'est très bien. Dans la presse, il y a une fois une compète qui s'est pas tellement bien passée. Et du coup, l'article était vraiment positif. Genre, mais il y avait même pas écrit qu'on n'avait pas bien réussi. C'est juste, elles feront mieux la prochaine fois, tu vois. Ouais. C'était vraiment quelque chose de totalement différent, alors que quand tu fais une contre-perf en France, il y a un peu plus de négatif, quoi. Ouais. Du coup, oui, je suis restée 2 ans aux États-Unis et j'ai arrêté parce que j'étais arrivée à la fin de mon éligibilité, donc j'ai obtenu mon bachelor et après, du coup, je suis retournée en France. Donc, du coup, tu as arrêté la gym à ce moment-là? Oui. Alors moi, j'ai arrêté la gym quand j'étais aux États-Unis. Du coup, la dernière compète, je crois, j'étais blessée et puis psychologiquement, c'était un petit peu compliqué. Du coup, c'est à ce moment-là que j'ai mis fin à ma carrière. Après, quand je suis rentrée en France, j'ai plus du tout fait de gym. J'avais besoin de faire une pause. Est-ce que c'est à ce moment-là que tu as décidé d'écrire ton livre? Alors, c'est pas tout de suite que j'ai commencé l'écriture de mon livre. Ça a duré, je pense, 1 an. En fait, j'ai commencé à l'écrire pendant le Covid. Okay. Tout simplement parce que je m'ennuyais et puis que j'avais besoin, je pense, d'avoir un regard extérieur. D'extérioriser un petit peu par rapport à ma carrière.
Et en fait, quand j'étais aux États-Unis, je voyais une psychologue et un jour, elle m'a dit Anne, vous devriez écrire un livre parce que je pense que ça pourrait intéresser énormément de monde. Donc à l'époque, moi, je lui ai dit non, enfin, je me voyais pas écrire un livre en fait parce que c'est beaucoup de travail. Psychologiquement, je m'en sentais pas forcément capable. Donc j'ai eu le temps pendant le Covid et je me suis dit allez, j'ai pris mon ordi, j'ai commencé à écrire. Ça s'est fait assez facilement. Après, il y a eu beaucoup de travail de relecture, de modification et tout. Pour dire bien les choses correctement. Oui, voilà, c'est ça. Et ça m'a permis vraiment de prendre du recul sur ma carrière et je pense que ça a peut-être aidé d'autres personnes. Ouais, ça a peut-être aidé d'autres personnes. Et dans ce livre, d'ailleurs, tu parles beaucoup aussi des troubles alimentaires que tu as eus. Tu en parles aussi beaucoup sur les réseaux sociaux. C'est un sujet qui te tient à cœur. Et je pense que c'est hyper important de faire de la sensibilisation par rapport à ça parce que on commence un petit peu à en parler. Je pense que tu as été une des premières gymnastes à le faire et on voit que ça touche énormément de monde. Donc c'est hyper important d'en parler. Est-ce que tu veux revenir un petit peu sur ton expérience par rapport à ça? Les déclencheurs, c'est, je pense, les mots des entraîneurs parce qu'on avait énormément de commentaires sur notre physique pendant les entraînements. Alors moi, ça ne m'était pas forcément destiné parce que j'étais toute petite à l'époque. Enfin, voilà, c'était plus destiné aux grandes qui faisaient leur puberté. Sauf que quand on entend ces mots tous les jours pendant X années, on commence à l'intégrer un petit peu. Et puis moi, j'avais peur qu'on me dise la même chose. Et c'est à ce moment-là que j'ai commencé à faire attention à mon alimentation. Tu fais de la prévention un peu, enfin, t'as pas envie de devenir comme elle et de te prendre des remarques. Oui, c'est ça. Avec de gros guillemets, bien sûr. Oui, exactement. Et c'est à ce moment-là que ça a commencé, que l'alimentation c'est devenu... Au début, je ne m'en rendais pas forcément compte. On avait des pesées assez régulièrement pendant les entraînements. Enfin, c'était en général les lundis, donc j'ai commencé à plus manger les dimanches soirs, plus manger le lundi matin pour pas peser trop lourd, mais c'est un peu ce que tu disais dans la vidéo, donc je pense qu'on est énormément à avoir fait ça. Tu parlais aussi du fait de pas boire d'eau pendant pas boire d'eau. Ouais, c'est ça. Ouais. Pas boire d'eau, on enlevait les barrettes. C'était vraiment, alors que les barrettes, ça pèse rien du tout, quoi. Ça va même pas changer 100 grammes sur la balance. 100 grammes, c'est ça. Donc ça, c'était compliqué parce que du coup, on se prenait des remarques après. Si on avait pris 100 grammes, fallait s'entraîner plus. Enfin, voilà, c'était... Tu as parlé aussi d'un groupe de grosses. Oui, c'est ça, je m'en souviens très bien. Donc, on était toutes à l'internat et puis les grandes se sont regroupées. Je me souviens, j'étais dans ma chambre, j'étais avec Yuna dans la chambre. Et Yuna Dufournet, du coup, médaillée mondiale, tout ça. Donc avec Yuna, et on s'est toutes regroupées dans les couloirs parce que les filles avaient eu un SMS comme quoi, alors je sais plus exactement, mais comme quoi un groupe de grosses s'était créé. Et que ces filles-là, qui étaient trop grosses, devaient perdre du poids et devaient s'entraîner plus. Elles devaient aller dans le sauna avec un Kawe. Alors ça sert à rien, hein, le faites pas, mis à part perdre de l'eau, être déshydraté. Voilà, c'est ça. Donc des choses comme ça, et ça m'avait traumatisée. Ouais. Parce que... Quelle pire déjà, insulte et humiliation que d'être mise dans un groupe de grosses. Exactement. Surtout que quand tu regardes les vidéos... de ces filles-là. Oui, en fait, le problème, c'était les grandes qui étaient concernées, elles faisaient leur puberté et forcément, quand on grandit, on change. Et c'est déjà difficile à accepter d'un point de vue personnel. Donc, en plus, que ce soit mis en avant par les entraîneurs, ça rend les choses encore plus compliquées. C'est clair. Et moi, je savais que forcément, quand on faisait notre puberté, on prenait du poids. Mon objectif, c'était de la retarder le plus possible. Ouais. Donc, je savais que l'alimentation, ça pouvait me permettre de maintenir mon poids. Donc, c'est pour ça que je faisais attention à ce niveau-là. Et mon objectif, vraiment, c'était de ne pas avoir mes règles. Parce que c'était quelque chose considéré comme catastrophique. Parce que si tu as tes règles, ça veut dire que tu as trop de masse grasse, que tu as pris du poids. Donc, voilà, mon objectif, c'était de ne pas les avoir. Donc, je contrôlais mon alimentation. Moi, j'ai compris que ça commençait à devenir problématique à partir du moment où je commençais à compter mes calories en cours sur mon cahier. Je me pesais 10 fois par jour, mais vraiment, c'était genre le matin au réveil, le matin après le petit-déj, après être rentrée de la salle, enfin même quand j'étais à l'entraînement. Enfin, c'était vraiment devenu totalement obsessionnel. Tout le temps des pesées, le contrôle, le contrôle de mon poids, le contrôle des calories, et je pensais plus que à ça. Ce qui m'importait, c'était d'être épuisée à la fin des entraînements et d'avoir perdu du poids.
Du coup, je pense que ça a influé aussi beaucoup sur ton moral et ton attention, ta concentration. Enfin, si tu comptes tes calories en cours. Et forcément, t'es pas mal blessée. Oui, c'est ça. J'ai eu pas mal de fractures de fatigue, donc ça a peut-être contribué aussi, je sais pas. Voilà, c'est probable. Oui, peut-être. C'est très probable, parce que quand tu t'alimentes pas assez, comme tu dis, t'as des carences, t'as des... Donc voilà, ça c'est... Je pense que ça commence à changer aujourd'hui. J'espère. Oui, bien sûr, Mais c'est important de s'alimenter correctement pour pouvoir performer. Par exemple, les entraîneurs chinois que j'avais, ils disaient bien manger, bien travailler, bien dormir, bien manger, c'était le premier. Ouais. Bien manger, ça ne voulait pas dire rien manger. Non, c'est ça. Ouais, c'est manger, manger correctement, mais assez, pour pouvoir être en forme. Et en fait, aux États-Unis, j'ai vu la différence parce que je pense que toi, tu as vécu la même chose, mais on avait le coin avec les stacks. Donc, il fallait manger avant l'entraînement, après l'entraînement pour la récupération. Parfois, pendant, on nous disait pendant l'entraînement, oui, c'était des petits coups de fatigue. Et moi... pendant longtemps, quand j'étais sur la poutre, j'avais des vertiges et je voyais la poutre en double parce que j'avais pas assez mangé, je mangeais pas avant l'entraînement, enfin c'était vraiment hyper compliqué. Et puis quand j'ai commencé à faire ma puberté, forcément j'ai pris du poids, donc ça a pas arrangé les choses, enfin c'est difficile à accepter, comme pour toutes les gymnastes qui font leur puberté de toute façon. Et à partir des États-Unis, du coup, tu as été suivie par rapport à ça? J'ai commencé à être suivie aux États-Unis par une psychologue du coup. Et après, j'ai continué le suivi quand je suis rentrée en France et je suis toujours suivie actuellement. Et comment ça... Est-ce que je pense qu'au début, c'est très difficile à accepter que tu as un trouble, que tu as un problème. Comment est-ce que ça s'est passé, le fait de se réalimenter? Parce qu'à un moment, tu te dis que tu étais à moins de 800 calories par jour, quoi. La réalimentation a commencé surtout quand j'étais aux États-Unis parce que je voyais une diététicienne, elle nous disait quoi manger. En plus, là-bas, c'est les fans des snacks. Donc, il fallait manger à 8h, à 10h, à midi. Enfin, voilà, moi, je pouvais pas faire ça parce que c'était impossible pour moi. Je le supportais pas psychologiquement, même physiquement. Même physiquement, c'était compliqué parce que quand t'as pas l'habitude de manger assez, à un moment, tu peux plus, quoi. Et tu te sens lourde, tu te sens fatiguée. Donc la réalimentation, ça a été un point compliqué parce que forcément, tu prends du poids, c'est difficile à accepter. Et après, au final, quand j'ai arrêté la gym, ça s'est régulé au fur et à mesure, mais c'est toujours cette peur-là, en fait, de prendre du poids. Parce qu'on nous a toujours dit que quand on allait arrêter la gym, qu'on allait toutes devenir obèses. Donc forcément, quand tu arrêtes, tu te dis « Ah non, surtout, j'ai pas envie de prendre du poids, donc il faut que je réduise mon alimentation ou que je fasse attention dans tous les cas. » Est-ce qu'il y a des moments où tu t'es dit ou alors où on t'a dit que tu mettais vraiment en danger ta santé? Non, pas que je mettais en danger ma santé, mais par contre, on m'a déjà dit que là, ça allait un peu loin. J'étais très basse au niveau de la masse grasse. Enfin, c'était surtout l'année des Jeux Olympiques où c'était assez compliqué parce que je mangeais, comme dit, 800 calories par jour. Et je perdais du poids, ma masse grasse était faible, en plus je me blessais. Donc à ce moment-là, le médecin de l'INSEP avait appelé mes parents pour savoir si je mangeais correctement. Et à la maison, du coup, je mangeais correctement pour qu'ils voient rien, en fait. Et donc, ça alertait personne. Comme c'était l'année des Jeux, je mettais tout sur le fait que c'était à cause des entraînements, qu'on s'entraînait énormément, la pression. On me croyait, parce qu'on sait qu'une année olympique, c'est difficile. Oui, oui, c'est sûr. Au moins, on t'a pas encouragé dans ça? Non, pas du tout. On t'a jamais dit « Ah, c'est bien, tu perds du poids ». On me prenait en exemple auprès des grandes. Moi, je prenais pas de poids, j'en perdais, même si on me disait d'arrêter d'en perdre. Mais on me prenait en exemple, donc forcément, ça me confortait un petit peu dans le fait de « Ah faut pas prendre de poids, quoi ». C'est bien ce que je fais. Oui, c'est ça. Faut que je continue comme ça, quoi. Oui, c'est assez ironique quand même qu'on me prenait en exemple. Enfin, ils le savaient pas, tu vois, mais dire « Oh, elle, c'est bien », alors qu'en fait, t'as plein de troubles alimentaires et tu te prends énormément la tête. C'est triste, quoi. Il faut accepter de lâcher prise, ce qui est pas forcément facile non plus. C'est sûr. Et après, ça dépend des périodes. Il y a des périodes ça va, il y a des périodes ça va moins bien en fonction des événements de la vie au final. Parce que je sais que ça, c'est mon talon d'Achille et qu'il faut que je fasse attention. Et si tu as une épine qui vient un petit peu te titiller, là, ça peut redescendre assez rapidement. Je comprends totalement ça. Moi, c'était un peu pareil. Enfin, c'était pas du tout dans le même sens que toi. C'était plus des restrictions crises, tu vois. Et je sais que c'est un truc où, par exemple, quand je suis en période de partiel ou des périodes où je suis extrêmement stressée et tout,
ça peut être le truc où du coup je vais perdre un peu le contrôle sur l'alimentation, tu vois, quand il y a beaucoup de stress. Enfin maintenant ça va un peu mieux parce que je pense que quand tu te rends compte un peu de tes faiblesses, machin, t'arrives mieux à le gérer, à l'accepter et à l'anticiper. Mais c'est vrai que c'est toujours un truc où si tu te retrouves dans une situation compliquée, bah, ça peut repartir un peu, quoi. Ce qui est aussi un peu ironique, c'est que surtout à ton époque, encore un petit peu à la mienne, je pense que ça a un peu évolué, mais souvent en fait le poids c'était considéré plus important que la performance presque. C'est ça, bah, ça définit notre performance. C'est ça. Par exemple au jeu, nous on nous a dit, comme on est arrivé 11e, on nous a dit que c'était aussi parce qu'on était la deuxième équipe avec les filles les plus grosses des jeux, quoi. Les plus grosses, apparemment, c'était les 12e. Donc nous, on était 11e. Un classement renversé. Un classement renversé sur le poids, en fait. Donc c'est vrai que ça a toujours eu un... En fait, si tu fais pas des bonnes performances, c'est parce que tu es trop grosse. Si tu n'y arrives pas, c'est parce que tu es trop grosse. Bah ça, on nous l'a répété aussi. Voilà, c'est ça. Et surtout qu'on a bien vu, je le dis dans mon autre épisode, mais on voit maintenant que c'est pas vrai. Et que tu peux être plus forte physiquement, que ce soit en muscle ou pas, et pourtant quand même en fait on n'a pas tous les mêmes capacités, c'est ça, mêmes corps, tout le monde n'a pas le même corps, et tout le monde n'a pas le même métabolisme, et tout le monde n'a pas les mêmes besoins. Et par exemple, moi je pourrais jamais ressembler à une Nastia Lewickin en 2008, on peut pas se comparer en fait. Oui, c'est ça, la comparaison n'est pas possible. Et du coup, pourquoi et dans quel but ça te tenait autant à cœur de parler de ça? Pour moi, c'est important parce que ça a rythmé quand même une bonne partie de ma carrière. Et je sais qu'il y a énormément de personnes qui sont touchées, notamment dans la gym. Donc moi, j'en ai parlé dans mon livre. Et j'ai eu beaucoup de retours de personnes qui ont souffert de TCA, qui en ont encore, des gymnastes aussi, énormément de témoignages, d'autres sportifs. Donc ça montre bien l'ampleur du problème. Et c'est un sujet qui est quand même très tabou. Aux États-Unis, ça l'est moins. Tout ce qui est sujet autour de la santé mentale, c'est beaucoup moins tabou. Surtout dans l'université où j'étais, il y avait Michael Phelps. Du coup, il faisait énormément de sensibilisation sur ces sujets-là. Donc moi, ça a été détecté assez rapidement par les entraîneurs, les médecins. Donc c'est pour ça que j'ai pu être suivie. Et c'est à partir de ce moment-là que j'ai commencé à en parler parce que c'est important de démystifier la chose et de le rendre moins tabou. Et pour que les personnes peut-être se disent que déjà elles sont pas seules, et en plus que ça aide d'en parler, et c'est déjà un premier pas. C'est un premier pas, et ça montre aussi que c'est pas qu'on n'est pas fou parce qu'on va voir un psychologue ou un psychiatre, que c'est juste parce qu'on a besoin d'aide, et c'est tout à fait normal. C'est dommage d'en arriver là, mais à partir du moment, c'est pas de ta faute, quoi. C'est à cause de tout ce que tu as entendu et tout. Et moi, c'est pareil. La première fois qu'on m'a dit... Alors, je voyais une psychologue à l'INSEP, mais c'était psychologue du sport. On parlait un petit peu de l'alimentation et tout, mais pas beaucoup. Et par contre, quand on m'a dit d'aller voir une psychologue aux États-Unis, je me suis dit « Ah non, j'ai pas besoin, je suis pas folle et tout. » Alors que, au final, non, c'est parce que j'avais besoin d'aide. Pareil, la première fois que j'ai vu un psychiatre, je me suis dit « Ah bah mince... pourquoi est-ce que j'ai pas de problème, quoi. Et au final tu te rends compte que c'est des personnes hyper bienveillantes à l'écoute, et que ça te permet de faire un travail sur toi et de te libérer d'un poids, de te libérer d'un poids, et tu as besoin d'être accompagné, et c'est pas parce que tu as besoin d'être accompagné que tu es faible. Justement, c'est plus une force d'accepter de l'aide. Ça, on me l'a demandé aussi. Est-ce que tu penses que... je pense connaître ta réponse parce que tu l'évoques vite fait dans ton livre, mais est-ce que tu penses que les TCA, on peut en guérir, ou est-ce que c'est quelque chose avec lequel on vit toute sa vie? Alors, je sais plus ce que je dis dans le livre, mais aujourd'hui, avec le recul, je pense que on vit avec toute notre vie. C'est exactement ce que tu dis dans ton livre. T'es raccord avec toi-même, c'est bien. On vit avec toute notre vie parce que, comme je le disais tout à l'heure, c'est mon talon d'Achille. Ça n'a plus forcément la même place que ça avait avant, mais c'est vrai que ça reste... Je pense que même si tu prends conscience de certaines choses et tu fais un travail sur toi-même et tu déconstruis certaines choses, il y a des trucs que tu peux pas désapprendre. Oui, c'est ça. Ça fait toujours partie de ton histoire, et les remarques, même si t'as appris qu'elles étaient plus vraies, que c'était pas la bonne manière de penser, ça a quand même existé dans ton passé. Et je pense qu'on ne peut pas s'en défaire totalement, ça reste dans un coin de notre tête. Mais je pense que c'est pour ça qu'on... Alors, il y a des personnes qui diront qu'on peut en guérir à 100%. Pour moi, on vit avec toute notre vie, mais après, ça dépend vraiment de chacun. Je connais des personnes qui sont passées totalement à autre chose et qui n'ont plus du tout de troubles alimentaires, même quand il y a un moment un peu
plus difficiles dans leur vie. Pour l'instant, moi, j'en suis à un stade où je pense qu'on vit avec, que ça partira pas, quoi, qu'on vit avec toute notre vie. Oui, je pense qu'on peut retrouver une relation saine avec la nourriture. Voilà, c'est ça. Et je pense que tu pourras jamais plus avoir la même relation avec la nourriture qu'une personne qui n'a jamais rien vécu, qui s'est jamais posé la question de ce qu'elle mangeait, qui mange juste pour se nourrir, quoi. Mais c'est ok, c'est pas pour autant que tu vas souffrir toute ta vie. Non, voilà, c'est ça. Mais il y a des trucs forcément qui restent, quoi. Oui, voilà, c'est ça. Bon, pour conclure un peu le sujet, tu m'as dit que tu avais quelques petites anecdotes à raconter. Ah oui, j'en ai plein sur l'alimentation. Notamment lors des stages, je pense que tu as connu ça aussi, mais on n'avait pas le droit de manger grand-chose. Enfin, par exemple, le soir, c'était du poisson blanc avec un yaourt nature. Et tellement qu'on avait faim, on mangeait la peau du poisson. Oh. C'est horrible, je sais pas comment on faisait, mais on avait tellement faim que voilà. Et puis du coup, pendant les stages... Juste ça, même pas des légumes? Non, pas des légumes, c'est poisson blanc et yaourt nature sans sucre, bien sûr. Oui, oui, logique. Forcément. Comme on mangeait pas beaucoup, à un moment, ma maman m'a dit d'emmener de la semoule, parce que la semoule, tu le fais avec de l'eau chaude, et c'est des féculents, et ça te cale et ça tient au corps, plutôt que de ramener des gâteaux et tout. Et au début, les filles, elles rigolaient un petit peu quand moi je ramenais ma semoule, mais ça me rassurait, parce que je me disais que si les entraîneurs fouillaient les valises, que s'ils trouvent de la semoule, tu vois, c'est moins grave que s'ils trouvent, je sais pas, des Twix, des bonbons, c'est clair. Des barres de céréales. Et même pour toi, je pense que c'était plus bénéfique d'avoir de la semoule dans le ventre qu'un Twix, quoi. Non, c'est sûr. Et du coup, à la fin, on faisait des semoules parties. Parce que c'est excellent. On ramenait... Enfin, du coup, c'est devenu un peu une mode dans notre équipe, à l'époque, et tout le monde ramenait sa semoule. Et moi, j'ai emmené des boîtes de conserve en compète, tu vois, des boîtes de conserve de légumes. C'est pas bête. Voilà. C'est pas bête parce qu'une boîte de conserve de légumes, on va rien te dire, quoi. Non, oui, c'est sûr. Du coup, après les fauges, un peu comme ce que tu disais dans l'épisode, nous, c'était les judokates qui nous avaient ramenés à manger. Et du coup, il y a notre entraîneur qui est rentré dans la chambre quand on était en train de faire le goûter Et du coup, on a tout mis en dessous du lit en vitesse. Alors, je sais pas si elle a vu quelque chose ou pas. Mais dans tous les cas, nous, on était stressés et du coup, on n'a plus mangé après. Je crois que je l'ai dit dans mon livre, ça. Mais ça nous a tellement stressés. Voilà, ça, c'est des petites anecdotes. C'est triste quand même d'avoir eu à vivre tout ça. Bon, ça, j'ai l'impression, je le dis dans tous les épisodes, mais j'ai l'impression quand même que les choses avancent pour le mieux. C'est pour ça que j'ai souhaité publier le livre aussi et parler plus ouvertement des troubles alimentaires pour que les choses changent, pour que les prochaines générations n'aient pas à vivre avec ça, parce qu'une fois que tu rentres dans ce cercle vicieux, c'est assez difficile d'en sortir. C'est pour ça que si vous voyez à un moment que vous commencez à avoir un rapport difficile à l'alimentation, il faut en parler directement à un professionnel de santé, à votre famille, un médecin. Parfois même à une copine de confiance, c'est déjà un début, ça aide déjà... Puis souvent, on se rend compte qu'on n'est pas seul. Je pense que même si les choses changent un petit peu, que les entraîneurs deviennent un peu plus bienveillants sur ça, que maintenant les pesées se font plus dans le gymnase, mais de manière médicale. Enfin, il y a plein de choses qui avancent dans le bon sens. Mais mine de rien, comme je le dis du coup dans mon épisode, on reste quand même en juste au corps. On traverse la puberté. On a un sport qui, comme beaucoup, mais qui est un sport artistique, un sport aérien, tout ça. Et donc, malgré le fait que les mentalités changent, ça peut rester un sujet compliqué. Et je pense que parfois, juste en parler à sa copine en mode oh, j'aime pas trop, j'ai une mauvaise relation avec mon corps ou avec l'alimentation et tout, ça peut aider parfois à se retrouver, se sentir moins seul et peut-être se motiver à en parler à des personnes plus calées dans le sujet qui peuvent nous aider, quoi. Bon, pour conclure un petit peu cet épisode, quel regard t'as sur ta carrière maintenant? Est-ce que tu regrettes peut-être d'être entrée dans tout ça pour le négatif que ça t'a apporté, ou est-ce que tu retiens énormément de positif, où est-ce que tu te situes par rapport à tout ça? Moi, je retiens énormément de positif quand même de ma carrière. J'ai vécu énormément de choses incroyables, exceptionnelles, les Jeux Olympiques, les Championnats d'Europe, les Jeux Européens, enfin énormément de compétitions internationales, donc ça... une personne normale vit pas ça. C'est clair. Ça m'a appris énormément de choses. On dit souvent que le sport, c'est une école de la vie et c'est totalement vrai parce que ça nous forge. Après, il y a eu des moments plus compliqués, mais j'ai envie de dire que c'est le cours normal de la vie. Donc, non, énormément de positifs. J'ai rencontré des personnes formidables. Les États-Unis, ça a été une très belle expérience. C'était difficile par moments, mais je pense que ça valait le coup.
Bon, bah, c'est quand même un bilan assez positif. Oui. Bon, bah, j'espère que cet épisode vous aura plu. Si vous voulez en apprendre plus sur Anne, un peu son histoire, ses expériences, que ce soit en équipe de France, aux États-Unis ou sur toute ta carrière en général, vous avez mon livre, donc il est disponible sur Amazon. N'hésitez pas à le lire, il est très intéressant. Donc si vous avez des retours ou des questions supplémentaires, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire. N'hésitez pas à laisser un like pour me soutenir ou à vous abonner. Et voilà, merci beaucoup Anne. Merci beaucoup à toi. Et on se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode de Salto et Morito. Bisous. C'est Salto et Morito.